Donc, bonjour à tous. Merci de participer à cette communauté d'acteurs sur l'urbanisme circulaire et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là lors des 2 précédents rendez-vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Chloé Cariello, en charge des sujets d'aménagement durable au sein d'Envirobat Occitanie et de la co-animation de cette communauté d'acteurs aux côtés des acteurs pilotes du plan bâtiment durable Occitanie qui pourront se présenter lors des échanges. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le résultat des 2 précédents rendez-vous, qui est en fait la feuille de route coécrite avec vous. Et bien sûr, c'est le but, elle pourra être peaufinée lors des prochains rendez-vous. Et puis on passera à du concret, comme vous l'aviez demandé la dernière fois, par la présentation de 2 projets. Un qui s'insère dans le Faire la ville sur la ville, présenté par Adrien Ramirez de Belleville, et puis un autre projet sur l'urbanisme transitoire, dans le but d'intensifier les échanges, présenté par Thomas Coudorette, qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais repositionner cette communauté d'acteurs dans le cadre du plan bâtiment durable Occitanie, et puis vous repréciser le sujet traité et les objectifs. Donc il faut savoir qu'en 2009 est né le plan bâtiment durable au niveau national pour fédérer les acteurs du bâtiment autour de la transition énergétique. Et donc, 7 régions ont décliné cette démarche dans la région Occitanie l'année dernière via un accord de partenariat entre l'État, l'ADEME, la région Occitanie et le plan bâtiment durable national. Donc, PBDO, plan bâtiment durable en Occitanie, a donc ses spécificités et vient compléter les cibles premières du plan bâtiment durable national, qui sont le bâtiment et l'énergie, par la prise en compte en Occitanie des questions environnementales et d'aménagement durable de manière plus large. Donc les enjeux en région Occitanie sont une croissance démographique d'environ 1% par an, qui est un moteur de développement de croissance économique, et puis le constat de notre impact écologique et de notre vulnérabilité face au changement climatique. Donc ça, c'est les enjeux présentés en fait par le plan bâtiment durable Occitanie. Et donc ce dernier constat de vulnérabilité n'est pas tellement une fatalité, mais c'est plutôt le moyen de bifurquer vers d'autres modèles de développement plus respectueux de l'environnement et de nous-mêmes. Et donc pour cela, en rapport avec les secteurs du bâtiment et de l'aménagement, les pratiques doivent évoluer pour repenser l'existant et innover davantage dans le neuf. Donc le plan bâtiment durable Occitanie a pour ambition de fédérer l'ensemble des acteurs du bâtiment et de l'aménagement autour d'une stratégie partagée pour réussir les transitions. Et donc s'affiche ici l'écosystème d'acteurs identifiés dans ce plan, dont on a par exemple les acteurs du foncier, les acteurs de la gestion de projet, d'aménagement et du bâtiment, mais aussi les maîtres d'œuvre et bureaux d'études, etc. Et donc vous, en tant que professionnel, comment vous pouvez participer à la réalisation de ce défi? Donc en allant déjà simplement, c'est une des premières étapes, sur le site internet, en signant le pacte d'engagement qui va s'afficher. Donc vous pouvez signer le pacte ici et proposer une opération qui pourrait être valorisée. Et donc le plan bâtiment durable Occitanie vous propose de valoriser des actions et des opérations concrètes de bâtiment et d'aménagement, mais aussi de valoriser les acteurs, comme on le voit là, mais aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, via par exemple les actualités et les acteurs du mois. Et aussi, en deuxième action possible, vous pouvez participer au nouvel espace d'échange et de concertation via les communautés d'acteurs, comme vous le faites aujourd'hui, et il en existe 3 aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi le sujet de l'urbanisme circulaire pour cette communauté qui traite donc de l'aménagement? Les enjeux qui ont guidé ce choix sont le besoin de limiter l'artificialisation des sols, l'artificialisation de terres agricoles et naturelles, et de limiter la chute brutale de biodiversité. Donc l'urbanisme, comme il est pratiqué aujourd'hui, participe à l'imperméabilisation et à la fragmentation d'espaces naturels et agricoles de manière irraisonnée. Et donc cet urbanisme-là, ce modèle-là dit linéaire, Sylvain Grisot en parle dans ses travaux. Donc c'est un aménageur et un consultant dans sa propre structure.
Et voilà, il travaille sur l'urbanisme circulaire et donc sur des solutions concrètes pour refaire la ville sur elle-même. Et enfin voilà, je ne vais pas détailler davantage ce concept d'urbanisme circulaire, mais en tout cas, on en parle pour des opérations, par exemple, de requalification d'espaces publics, de densification de l'existant, mais aussi des projets d'urbanisme transitoire, de réhabilitation. Donc le thème choisi ici, ce dont on va parler, c'est bien de recyclage et de flexibilisation des espaces urbains, qui fait écho à l'urbanisme circulaire. Donc qu'est-ce qu'on entend par recyclage des espaces urbains? Eh bien, c'est le recyclage des sols, c'est réaménager l'existant, et c'est aussi renaturer certains espaces. Et pour la flexibilisation des espaces urbains, qui est peut-être un peu moins évident, on parle ici d'adaptation des aménagements, enfin d'adaptation de l'existant au gré des besoins et aussi d'usage provisoire des espaces bâtis. Donc une fois que ce sujet a été défini, donc la communauté d'acteurs s'est construite et s'est réunie pour définir via une feuille de route les actions pour l'année 2022. Et donc lors du premier rendez-vous, en fin d'année dernière, nous avons défini un périmètre de travail en complémentarité des groupes de travail existants, déjà présents, en lien avec ce sujet. Donc notamment, il y a des groupes de travail qui existent sur l'application du ZEN dans les documents d'urbanisme et aussi des groupes de travail sur le réemploi dans les projets urbains. Et donc nous ici, c'est bien d'urbanisme opérationnel dont on va parler et moins de planification ou de réemploi dans le BTP. Donc ensuite, la communauté d'acteurs a aussi défini des priorités qui sont en fait vos besoins d'être informés et aussi votre besoin de faire de la mise en réseau avec des professionnels sur le sujet. Et donc, parmi l'ensemble des propositions des participants, c'est pour un certain nombre d'entre vous l'urbanisme transitoire qui est ressorti et le réaménagement des zones d'activité. Pour la renaturation, en fait, qui est un sujet aussi qui est ressorti, mais pas comme un sujet prioritaire, on pourra tout de même le traiter au travers des deux précédents sujets, de manière transversale. Et donc, le second rendez-vous en décembre dernier a été l'occasion de travailler la feuille de route. Donc, je vous rappelle là rapidement l'objectif de cette feuille et les axes pour y parvenir. Donc l'objectif, c'est bien d'amener les acteurs à changer leurs pratiques pour bifurquer bien d'un urbanisme linéaire vers le recyclage et la flexibilisation des espaces urbains. Et donc pour ça, ce qu'il a été retenu, ce qu'il a été défini comme premier axe, c'est de montrer l'exemplarité via des opérations d'aménagement qui s'insèrent dans cet objectif-là de ZAN et de zéro perte nette de biodiversité. Et puis, deuxième axe, d'aider les aménageurs à prescrire des opérations vertueuses. Donc la feuille de route, pour le coup, ça ressemble à ça. Voilà, elle est détaillée sur 2 diapositives. Donc là, c'est la première. Sur cette première diapo, donc, il est défini les actions courant 2022 et celles à réaliser lors du second trimestre 2022. Et donc, on verra sur la diapo suivante les actions pour le 3e et 4e trimestre. Donc en haut à gauche, on peut voir les actions qui auront lieu sur l'ensemble de l'année 2022. Donc il y aura en fait la publication web d'opérations exemplaires et d'acteurs via des fiches, comme je vous montrais tout à l'heure sur le site du plan bâtiment durable Occitanie. Et aussi, courant année 2022, pourra être, vous aurez l'occasion d'être mis en contact avec des acteurs impliqués sur ce sujet. Voilà, pour répondre à votre besoin d'être mis en relation avec des acteurs impliqués. Plus précisément ensuite sur le 2e trimestre. Donc pour commencer, certains ont émis le besoin de cadrer peut-être davantage le sujet, notamment savoir quel sujet allait être très concrètement traité, comme je parlais tout à l'heure de naturation, de réemploi. Donc ça pourra être aussi un atelier qu'on pourra faire sur la définition du sujet, le cadrage, et puis aussi l'organisation des prochains rendez-vous. Ensuite, il a été demandé une publication régulière des aides mobilisées par les pros, et donc un mailing pourra être réalisé pour ça.
Et ensuite, ce qui est beaucoup revenu, c'était votre demande de témoignages d'acteurs, de temps de partage autour de projets. Et pour les synthétiser, en fait, réaliser des fiches de synthèse qui pourront être diffusées plus largement pour ceux qui n'auront pas pu participer à ces temps d'échange, où on pourra y retrouver des contacts, etc. Donc ça pourra être réalisé aussi deuxième trimestre 2022. Et enfin, vous avez trouvé utile de réaliser un document de sensibilisation sur l'urbanisme circulaire. Donc certains s'étaient proposés de diffuser les leurs. Et donc en fait, ce document, ça serait un document vraiment très court, de style plaquette, illustré, sur ce qu'est l'urbanisme circulaire et à destination des élus et des professionnels. Donc ensuite, sur le troisième trimestre, en milieu d'année, une visite d'opération pourra être organisée. Et la SPL Agathe s'était proposée pour son opération de réhabilitation et de désimperméabilisation du marché-gare à Nîmes. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter d'ici là, mais en tout cas, on pourrait réaliser une visite de cette opération. Et à savoir aussi que sur Nîmes, pas très loin du marché-gare, il y a une opération de réhabilitation d'un bâtiment qui pourrait vous intéresser, qui est le Mas-Larrier. Et donc, quelqu'un s'était proposé aussi pour qu'on puisse organiser une visite de ce bâtiment-là. Ensuite, si on continue sur les documents de sensibilisation, en fin d'année, on avait évoqué le fait qu'un document des types d'opérations qui s'inscrivent dans l'urbanisme circulaire pouvait être intéressant pouvait être réalisé, ou alors à moins qu'il existe déjà, mais diffusé en tout cas aux prescripteurs, à ceux qui prescrivent des opérations. Et enfin, pour aider davantage les élus et les porteurs de projets, un document plutôt de méthode pourrait être élaboré pour aider les élus justement à prescrire des opérations vertueuses. Donc là, on aura l'occasion aussi d'en rediscuter pour arriver à le mettre en place d'ici la fin d'année. Donc voilà, du coup, pour la présentation de cette feuille de route, j'ai essayé d'aller assez vite, hein, c'était peut-être un peu rapide, mais pour qu'on puisse voilà, prendre un petit peu de temps pour échanger sur ça. Et puis voilà, après on passera à la présentation de projets. Donc là, je vous invite peut-être à lever la main via l'outil Teams pour qu'on puisse discuter de cette feuille de route-là. Et puis après, on passera à la présentation des deux projets. Peut-être le temps que vous puissiez lever la main pour poser vos questions. Est-ce que Cyril, tu peux te présenter? Enfin, je pense que tout le monde te connaît là pour le coup. J'ai l'impression que tout le monde était là déjà sur les deux précédents rendez-vous. Profiter aussi pour rappeler que Julien Duvignac, on est là aujourd'hui en binôme, donc lui pour l'ADIT, moi pour la nouvelle direction où je suis affecté. Donc merci Chloé pour cette présentation. Tu as tout dit. Moi je voulais simplement dire que cette communauté d'acteurs qui est aujourd'hui plutôt un lieu d'experts, l'objectif c'est qu'on diffuse un plus large public. Et donc il y a moi aussi, il y a Pierre Pajot aussi à la DAFU. L'objectif, c'est celui-ci. Donc, l'idée, c'est qu'on construise effectivement les outils ensemble et derrière qu'on puisse communiquer grâce au plan bâtiment durable via des webinaires, via des relais d'information au plus grand nombre. Donc là, on a identifié les attentes prioritaires que cette communauté a définies et après, à nous, ensemble, de partager et co-construire ces outils. Donc, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas d'orientation de la région Occitanie ou de l'ADEME ou de l'ADREAL qui sont copilote sur ce sujet-là, c'est bien les acteurs du territoire qui est au plus près des opérateurs, des maîtrises d'ouvrage, comment on peut faire pour essaimer, pour diffuser ces pratiques. Voilà, tout le monde très bien, très bonne présentation, une belle feuille de route, donc j'espère qu'on pourra concrétiser dans les délais qui sont définis. Merci. Pierre Pajot, tu voulais intervenir? Oui, bonjour tout le monde, merci Chloé. Je complète les propos de mon collègue Cyril, donc Pierre Pajot à la région Occitanie. Moi, je suis à la direction de l'aménagement. Du coup, là, ce qu'a présenté Chloé en introduction, ce sont essentiellement des rappels des éléments de la feuille de route qui avaient été définis lors de la réunion du mois de décembre. Donc, a priori, il n'y a pas trop de surprises, mais ça apporte quand même quelques précisions, notamment sur le calendrier. Moi, je voulais surtout préciser, au moins pour l'instant, là, que donc côté direction aménagement à la région, toute cette feuille de route, elle nous convient très bien et elle complète notamment le travail qu'on a déjà engagé sur la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette, pour lequel on a d'autres initiatives en cours et notamment un autre groupe de travail entre partenaires de la région
un petit peu similaire à celui-ci, mais qui porte plutôt sur les aspects planification territoriale et outils de connaissance du territoire. Donc on avait peut-être déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les précédentes réunions, mais toute cette feuille de route plutôt orientée sur le ZAN à l'échelle des opérations d'aménagement, on voit ça comme un complément vraiment nécessaire à ce travail qu'on mène en parallèle. Donc, je le dis en particulier pour les quelques collègues des structures qui sont aussi impliqués dans l'autre groupe de travail sur le ZAN. Et donc voilà, on va continuer à s'impliquer autant que possible aux côtés d'Envirobat pour faire avancer cette feuille de route. Et puis je rappelle aussi qu'on a en parallèle donc toujours un projet porté par la région et en particulier la direction de l'aménagement qui est le projet de centre de ressources FUTE pour foncier, urbanisme, territoire. Et c'est un outil qui est en cours de préparation, qui va bientôt faire l'objet d'une plateforme publique et d'un réseau d'échange et qui peut notamment servir à valoriser une partie des contenus qu'on va produire et de retours d'expérience qu'on va réaliser via cette communauté-là. Donc je le rappelle parce que ça avait déjà été évoqué et ça peut être aussi un complément à la plateforme ou au site PBDO. Alors, il y a des questions de Pierre Biozin et puis Philippe Labaume. Donc, allez-y si vous voulez prendre la parole. Ouais, merci Chloé. Bonjour à tous. Alors désolé, nous côté ARB, moi j'étais pas présent là à votre dernière réunion, moi j'étais juste à la première, donc je vois qu'il y a beaucoup de contenu. Vous avez pas mal échangé sur les sujets, donc c'est plutôt cool. Après moi, du coup sur l'axe vraiment biodiversité, peut-être partager avec vous aussi les attentes, ce qu'on ressent du monde de l'aménagement, de la construction. Alors pas lié au sujet de l'urbanisme circulaire, mais de fait, ça remonte via ce sujet-là. On sent qu'il y a un vrai besoin d'information, de pédagogie sur tout ce qui est process, on va dire, d'aménagement, que ce soit en neuf ou en réhabilitation, sur tout ce qui est, déjà faire des inventaires sur le site, vraiment connaître les choses en réhabilitation sur les bâtiments, avec qui travailler, comment, à quel moment, ce genre de choses. Et je crois que c'est Cyril qui citait des webinaires, ce genre de choses via PBDO. C'est vraiment des choses sur lesquelles on souhaiterait participer, apporter éventuellement, des gens qui puissent vous apporter des éléments là-dessus. Mais on sent que sur le volet biodiv, on est plus sur un sujet quasiment de process et de mise en place, au moment des opérations, d'une bonne expertise au bon moment pour avoir les bonnes informations. Et malheureusement aujourd'hui on n'a pas non plus des retours d'expérience qui sont on n'en a pas beaucoup dans les valises parce que c'est pas des sujets aujourd'hui qui sont réellement traités. On avait regardé dans BDO ce genre de choses, mais finalement il n'y a pas grand chose. Donc voilà, après ça peut être aussi faire venir des intervenants qui ne soient pas forcément de la région, hein. On en a des bailleurs sociaux par exemple dans le Grand Est, ce genre de choses qui font des choses très très bien avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, donc en tout cas on est très preneurs nous de webinaires ou d'informations qui pourraient être diffusées à l'ensemble de la communauté PBDO pour faire avancer les pratiques sur le sujet biodiversité. Ok. Ensuite, il y avait Philippe Labaume qui voulait intervenir. Ouais, bonjour, donc Philippe Labaume, les CAE d'Occitanie. Simplement pour bien resituer les choses dans leur complexité. Je me pose des questions sur la façon dont on va, les expériences qu'on va valoriser. Je pense qu'il faut pas seulement avoir des résultats, mais vraiment avoir une idée à la fois du jeu d'acteurs, à la fois du temps, du pas de temps aussi, hein, parce que les opérations, elles se passent sur des durées différentes, et puis on voit bien qu'émergent aujourd'hui des opérations d'aménagement qui ont été engagées il y a 10 ans et qui peuvent vraiment choquer, hein. J'ai toujours l'exemple de la ZAC côté de Baziège, là, où en fait on se retrouve avec des façons d'aménager anciennes, mais c'est tellement long le processus de l'aménagement que ça arrive maintenant, et c'est vrai que ça choque quand on parle de zéro artificialisation nette. Donc les élus, ok, hein, mais il y a beaucoup d'acteurs,
qui vont devoir évoluer. Et même nous-mêmes, il faut qu'on évolue. Enfin, on a tendance un petit peu à vouloir donner des leçons aux autres, mais je pense qu'il faut aussi faire un retour sur soi-même et peut-être faire appel aussi à d'autres acteurs. Donc, moi, je pense que ce serait intéressant de travailler aussi sur le jeu d'acteurs autour de ces opérations d'aménagement. Après, sur la définition, alors je vois recyclage et flexibilisation, bon, c'est des termes qui me... Mais bon, des espaces urbains, ça veut dire qu'on est plutôt sur des opérations très ciblées, donc ça c'est plutôt une question. Et dernier point, alors bon, un peu je rebondis sur ce qu'a dit Pierre, là, c'est vrai qu'on est sollicité à droite à gauche sur des groupes de travail, donc quand même l'intérêt de bien articuler tout ça, puis d'éviter de se disperser pour des interventions très rapides, pour vraiment aller au fond des choses, il faut qu'on se mobilise de façon coordonnée, hein, je pense. Mais je pense qu'il y a un besoin d'auto-formation, hein. On veut toujours faire des webinaires pour les autres, mais soi-même, il ne faut pas hésiter à se remettre un peu en question. Enfin bon, c'est un peu mon expérience qui me le fait dire. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Oui, bah, tout à fait. En tout cas, sur le jeu d'acteur, c'est un peu l'objet en fait de cette méthode à réaliser, ce qui était présenté en action sur le dernier trimestre 2022. Voilà, réussir à voir quels sont les freins aujourd'hui au changement pour bifurquer vers ce type d'opération. Donc, c'est un peu l'objet de cette action-là. Et puis après, sur ce qui est recyclage et flexibilisation des espaces urbains, alors c'est vrai que c'est pas évident. En fait, c'est issu des travaux du coup, de Sylvain Grisot, dont il en parle tout au long de son manifeste. Et c'est vrai que oui, un recyclage, pour le coup, on va parler, c'est très foncier, hein, c'est vraiment pour le coup c'est bifurquer vers, voilà, vers le réaménagement de l'existant et non plus faire comme on a l'habitude de le faire, aménager voilà, en extension sur des terres agricoles où pour le coup, le modèle économique et le process pour mener ce genre d'opération est entre guillemets plus simple et plus facile. Mais en tout cas, ouais, sur flexibilisation des espaces urbains, alors ça fait aussi le lien en fait avec les documents d'urbanisme où, pour le coup, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, sur la ZEC du Rivel, voilà, c'est des opérations qui ont été engagées il y a plus d'une vingtaine d'années. Et donc, on se retrouve voilà, avec ces zones AU à urbaniser, inscrites dans des documents où on n'est pas trop flexible pour voilà, changer ça et peut-être aménager autrement. Enfin, en tout cas, c'est des documents qui sont en vigueur, je crois, au minimum ou au maximum 10 ans. Donc, il faut pouvoir flexibiliser tout ça, être plus à l'aise pour changer. Quoi. Voilà. Juste pour... oui. Non, mais bon, et puis après, j'arrêterai là, mais attention, bon, j'ai rien contre Sylvain Grisot, hein, enfin, j'ai assisté c'est impeccable, c'est bien structuré comme discours, etc. Attention quand même à tout miser sur, sur une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire aussi. Je pense que Sylvain Grisot, il n'intègre peut-être pas le côté culturel des choses. Bon, enfin, voilà, j'ai pas. Mais voilà, c'est vrai que je me méfie toujours un peu des gourous ou parce que ça passe vite. Donc, qu'on soit aussi quand même libre de créer un peu notre façon de faire et pas forcément. Voilà, c'est tout. Petite réserve. Oui, c'est vraiment un espace d'échange, voilà, dédié à tous les acteurs. Sur la chaîne voilà, de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, conseil, entreprise, etc. Et puis oui, voilà, c'est le sujet qui a été choisi, mais on le traitera comme on l'entend et on n'est pas là pour mettre en place ce qui a pu être défini dans le manifeste de Sylvain Grisot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez... non, je vois personne qui a levé la main avec l'outil Teams. Donc, peut-être qu'on peut passer à la présentation des projets. Alors, Adrien Ramirez, si tu veux bien présenter ton projet. Ok, bonjour à tous. Du coup, merci beaucoup Chloé pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Alors, je ne suis pas tout seul. J'ai vu que Émile Roux, qui est mon interlocuteur et qui travaille sur Albi, qui est manager du centre-ville d'Albi, m'avait rejoint. Je ne sais pas si Émile, peut-être tu veux... Oui, bonjour Adrien, je suis bien là et j'agis aussi comme chef de projet Action Cœur de Ville
étant donné que le projet dont Adrien va vous parler est le projet phare Action Cœur de Ville en centre-ville d'Albi. Voilà. Merci beaucoup de ta présence. Alors, j'ai normalement partagé mon écran, mais je veux bien m'assurer que ça fonctionne. Si quelqu'un peut me confirmer qu'on a bien le partage d'écran. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de ce projet donc emblématique de reconversion de l'école Pasteur à Albi. Et je vais démarrer par une présentation de Belleville assez succincte. Alors, je suis désolé s'il y a des petits bruits de fond. On a un peu de bruit là et on a aussi un problème de chauffage. Donc, c'est pour ça que j'ai mon bonnet sur la tête. Voilà, mais je pense que vous n'en voulez pas. Donc, Belleville a l'idée de créer cette foncière immobilière responsable pour mettre l'immobilier au service des projets à impact. Et j'ai déjà un problème à faire défiler. Voilà. Donc, on est donc une foncière responsable. On sur la réactivation des centres-villes en zone rurale, ville moyenne et banlieue. Et donc, on intervient sur toute la chaîne de l'immobilier, c'est-à-dire l'acquisition de biens anciens, de friches souvent industriels ou communales dans le cas présent. On intervient sur la programmation et on intervient sur la rénovation des bâtiments. Et on est un acteur de l'immobilier généraliste, donc on travaille sur les logements, les commerces, les lieux d'activité. Et quand on met tout ça ensemble dans un même endroit, on appelle ça souvent un tiers-lieu. Et donc nous, on a un agrément ESUS sur lequel je reviendrai. Voilà, nous, il y avait quatre gros défis de société qui ont guidé la création de cette foncière, Belleville. Donc on voulait inscrire notre action dans la réponse à ces grands enjeux. L'inclusion sociale, le défi du logement, la cohésion territoriale, l'enjeu écologique. Nous, on est parti juste avant la première crise sanitaire, puisque Belleville a été immatriculée fin 2019, et on s'est aperçu avec tout ce qui s'est passé depuis que voilà, il y avait quand même de vraies attentes fortes sur notre démarche et sur les réponses à apporter à ces différents enjeux. Alors, le temps que ça arrive, après, je vais vous parler un peu de l'agrément ESUS. J'ai un petit problème avec mon ordi, mais ça va quand même enchaîner normalement. Alors, sur l'agrément ESUS, et la diapo va s'afficher ensuite, c'est un agrément qui est donné par la préfecture de Haute-Garonne, puisque Belleville est immatriculée en Haute-Garonne. Et donc, c'est un agrément préfectoral qui valide, qui vérifie le fait que dans nos statuts, on ait pris des engagements. Je suis gêné, vous le voyez. Voilà. On a pris des engagements donc, sur une gouvernance partagée, sur des écarts de salaire qui sont limités, sur de la limitation de dividendes, limitation aussi de la valeur des parts par les actionnaires de Belleville, et le fait de faire un projet citoyen et notamment de faire appel à la finance citoyenne. Donc cet agrément nous a été renouvelé. On a reçu cette semaine notre renouvellement juste pour les 2 prochaines années. Donc, au cœur de cette démarche à Belleville, il y a quelque chose qui nous guide à chaque fois sur nos projets, c'est les engagements écologiques que l'on prend, qu'on essaye de prendre. Alors, on n'a aucune leçon à donner à personne, on n'est pas meilleur que les autres, mais on essaie vraiment de bien faire sur ces aspects-là. Et donc, le premier engagement qu'on prend, c'est de favoriser les réhabilitations plutôt que les constructions neuves. On considère qu'il y a beaucoup de bâtiments en France, et notamment dans les zones sur lesquelles nous, on est focus, donc les villes moyennes, le rural. On considère qu'il y a beaucoup d'immeubles existants. Ils sont en plus ou moins bon état. Ils ont souvent quand même des qualités intrinsèques. Ils ont souvent aussi une histoire. Ils ont souvent voilà, des éléments qui marquent aussi une époque qui est passée et que l'on ne veut pas effacer. Et du coup, on essaie à chaque fois de les réhabiliter, de travailler avec l'existant pour faire nos projets. C'est un vrai postulat et aujourd'hui, on a très peu de projets qui sont des projets de construction neuve. On a uniquement un projet de salle de spectacle à côté des Halles de la Cartoucherie qui va sortir de terre. Et sinon, l'ensemble de nos autres projets sont des réhabilitations d'immeubles. On travaille nous uniquement c'est pas vrai. On travaille essentiellement avec des matériaux biosourcés. On essaie de limiter notre impact carbone et travailler dans la mesure du possible avec des matériaux locaux. C'est pas toujours simple. Voilà, on fait aussi, on avance pas à pas et en tout cas, on essaie de favoriser à chaque fois qu'on le peut ce type d'éléments. On a aussi une approche
plutôt low-tech, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas forcément trop miser sur la technologie dans nos bâtiments. On pense que les systèmes les plus simples ont fait souvent leur preuve et on essaie de rester sur ça. On essaie de limiter au maximum les consommations énergétiques des bâtiments, on essaie de favoriser le réemploi et de réaliser autant que possible des bilans carbone sur nos immeubles quand ils sont terminés. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment des engagements assez forts. J'ai vraiment un souci avec mon PowerPoint, c'est pas agréable. Je vais peut-être rester comme ça sera un peu moins bon, mais ça permettra de plus facilement passer aux diapos suivantes. Voilà, sur la chaîne de l'immobilier, donc nous, on a structuré l'ensemble de nos activités. On a désormais donc une activité vraiment d'investissement qui consiste à acheter ces vieux immeubles et à investir sur les travaux. Donc ça, c'est une activité propre qui correspond à la case 1 de ce schéma. L'aspect après programmation, qui est la case 3, ça, on le fait souvent avec des partenaires. Et notamment, on fait ça dans le cadre de diagnostic territorial. Donc, sur chacun de nos projets, on essaie de capter un petit peu quelles sont les intentions des collectivités, quelles sont les intentions voilà, qui émergent sur les îlots sur lesquels on travaille. Et on essaie de s'en inspirer pour construire nos programmes. Après, on fait la partie travaux. Et là, nous, on a structuré une structure qui s'appelle l'Atelier Belleville, qui du coup a un rôle un petit peu de contractant général ou de promoteur, c'est-à-dire qui met en œuvre sur nos projets les travaux tels que je vous les ai décrits précédemment. Et après, il y a une activité de gestion de biens, d'asset management, de gestion locative qu'on structure au travers de nos structures d'exploitation. Et donc là, c'est la partie location. Et l'ensemble de ces briques fait la foncière Belleville. Voilà, on a réuni différentes expertises pour faire ce projet. Donc aujourd'hui, là, vous avez les différentes personnes qui travaillent à Belleville au quotidien. Les 5 premiers en haut, c'est les 5 associés fondateurs dont je fais partie. On a tous des histoires différentes. Moi, je viens du logement social. François est architecte. Jérémy vient de l'entrepreneuriat social. Il a créé des conciergeries de quartier, des bars associatifs, un bureau d'études sur la RSE qui s'appelle Palanca. Et il a créé avec nous la structure Belleville. Alexandre, qui vient, lui, de la direction de grands projets, qui était aussi en développant chez des grands architectes. Et Sébastien Deluster, qui est président d'une foncière familiale qui s'appelle Devatou et qui intervient sur beaucoup de villes moyennes en France et qui a du coup en actif de nombreuses coques commerciales, notamment des coques commerciales en pied d'immeuble, et qui a du coup cette expertise. Et après, on a réuni toute une équipe opérationnelle avec des responsables de programme, des personnes qui sont dans la communication, Marie Domiti, Marc Weir, qui est elle sur l'exploitation des lieux, notamment des halles gourmandes et qui travaille notamment sur le projet cartoucherie, et voilà, d'autres acteurs qu'on pourra éventuellement vous présenter le moment venu. Le postulat, donc je l'ai dit en introduction, mais je le rappelle, on considère à Belleville que l'immobilier, c'est un simple outil, c'est rien d'autre, c'est pas une finalité, c'est surtout pas un outil spéculatif. L'idée de faire des beaux objets n'est pas une finalité qu'on recherche. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on essaie de porter avec Belleville, c'est des projets d'exploitation, des projets de vie au sein des immeubles sur lesquels on est intervenu. Au niveau de nos financements, on a levé 2 millions d'euros il y a maintenant 2 ans sur cette plateforme qui est l'ITA. Et c'était une levée obligataire, c'est-à-dire qu'on a toujours un capital qui est conservé par les 5 associés fondateurs. Et là, on avait obtenu quand même 700 investisseurs qui avaient cru en nous, qui nous ont prêté ces 2 millions d'euros et qui nous ont permis de lancer cette machine qui est Belleville. Et depuis, on a doublé, on a levé 4 millions d'euros aujourd'hui en tout, toujours dans ce principe d'obligation. Et c'est des obligations qui durent 5 ans avec des taux d'intérêt de 5%. Sur les projets Belleville, donc aujourd'hui, vous avez un petit panel là, des différents projets qu'on développe. Donc celui qu'on présente aujourd'hui, c'est le projet d'Albi, mais sachez à ce stade qu'on est présent dans toute la France. En tout cas, on a 3 agences, une en Île-de-France, une en Occitanie, une autre à Montpellier, qui va couvrir, nous on dit Belleville Méditerranée, et notamment Montpellier et Marseille. Et voilà, aujourd'hui, on a donc voilà, une quinzaine de projets sur lesquels on est déjà titré, et en tout une trentaine de projets sur lesquels on est opérationnel.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne, que vous m'entendez bien? Parce que je parle un peu tout seul. On t'entend bien. Il y a quelques petites coupures de temps en temps et du coup, la bande a tendance à s'accélérer, mais dans l'ensemble, ça va. Bon, c'est souci de connexion chez nous. Je vais poursuivre du coup. Alors, sur cette école d'Albi, on a donc initialement répondu à un appel à projet qu'avait lancé la ville d'Albi, qui cherchait du coup un acteur immobilier pour reconvertir cette ancienne école. Donc là, c'est déjà une vue de perspective que vous avez, c'est pas la vue du bâtiment existant. Cette école, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est située donc au centre-ville d'Albi, dans la cité UNESCO, classée patrimoine UNESCO. Voilà. Donc c'est une cité très historique avec de nombreuses contraintes. Hein, c'est une cité très ancienne. Et on a des rues qui sont très étroites, on a une accessibilité à l'école qui est très contrainte. Cette école, elle est sur la rue Pérolière, qui est une des rues les plus passantes d'Albi. Et on a aussi une petite impasse ici qui dessert notre école et qui dessert sa cour. Donc cette école, elle est très connue par de nombreux Albigeois qui ont fait classe. C'est une école qui est de type Jules Ferry, qui à l'origine accueillait uniquement les filles. Et c'est une école voilà, qui a presque 100 ans, qui date de la fin du XXe siècle, qui est magnifique. Hein, que moi je peux vous en parler des heures, mais c'est surtout une école où il faut rentrer, où il faut s'imprégner du lieu, parce que c'est une école qui a son histoire et ça se voit quand on rentre dedans. Et nous, on a vraiment essayé de faire un projet où on conservait cette histoire, on essayait au maximum de mettre en avant toutes les qualités architecturales de l'école, on essayait aussi de garder l'esprit école au travers des interventions qu'on voulait mettre en place, et voilà, et l'idée de travailler de la manière la plus fine possible, de conserver les parquets, de conserver par exemple, vous le verrez, des poteaux qui sont en fer forgé, qui sont très, très jolis et qu'on réemploie au niveau des coursives, et d'écrire une histoire qui reste cohérente avec ce passé scolaire de ce bâtiment. Donc on a fait un programme avec une extension en rez-de-chaussée dans la cour qui permet de créer des coques commerciales de taille relativement conséquente. Ça, c'était une demande forte de la ville d'Albi. C'était indiqué dans leur cahier des charges. Faire des grands coques parce que les coques commerciales à Albi sont plutôt petites et restreintes, donc elles ne permettent pas d'accueillir des grands acteurs. Et importante des grands acteurs. Ça coupe un petit peu quand tu parles. Je ne sais pas si tu es... Oui, ça a tendance à grossir un peu, ouais. Peut-être si vous coupez vos caméras, je pense que ça pourrait peut-être aider la bande sonore à passer un peu mieux, je ne sais pas. Je suis vraiment désolé. J'ai plus de caméra, moi. Bon, on va voir, vous me dites si c'est vraiment insupportable, peut-être une prendre mon relais, je suis vraiment désolé. J'en étais où? Du coup, voilà, donc on a essayé de faire ces grandes coques commerciales qui étaient cohérentes avec les installations de la ville d'Albi. On a aussi décidé de faire un atelier d'artistes dans la cour. Donc ça, c'était l'idée de réouvrir la cour de l'école, de aussi réouvrir, remontrer le tilleul et redonner accès à l'école aux Albigeois. Et là-dessus, voilà, on a décidé donc de faire cet atelier d'artistes qui sera un atelier de formation et sur lequel on a déjà une association qui s'est présentée comme futur locataire. Et après, on convertit les étages, le R+1, le R+2 et les combles, qui sont conventionnés avec Action Logement et qui s'inscrivent. Ouais, voilà. Ah ben, c'est cata. Bon, je mets le téléphone. Oui. Bon, Émile, je te laisse raconter pendant ce temps un peu l'histoire et le point de vue. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien au moins quand je parle? Oui. Très bien, oui. Donc, comme en fait, juste petite rectification, c'est pas fin 20e, mais bien fin 19e. Hein, le bâtiment est plus vieux que ça. Et effectivement, c'est un immeuble qui est un bâtiment qui est inscrit dans la mémoire de nombreuses générations d'Albigeois, d'Albigeoises, puisque la plupart
des personnes qui ont vécu en centre-ville ont été scolarisées et ont eu leurs enfants, leurs petits-enfants scolarisés ici. Donc pour la mairie, c'était un projet qui était éminemment important et très sensible au niveau du ressenti justement des citoyens. Raison pour laquelle il n'a pas été choisi, parce que quand on a lancé l'appel à projet, on a eu effectivement des réponses de promoteurs privés qui auraient pu, j'imagine, faire des logements comme ils savent très bien le faire, mais qui n'auraient certainement pas répondu à cette attente de la population. Donc pour nous, il était important de choisir un partenaire qui aille un peu dans la vocation de ce qu'a été le lieu et de ce qu'on souhaite qu'il reste. Donc quand même un lieu de vie un peu avec un esprit communautaire, d'où la volonté de créer ces unités commerciales. On l'a pas fait, on l'aurait pas fait à n'importe quel endroit parce qu'il y a déjà suffisamment de commerce à Albi, mais c'est certain que la rue Pérolière dont parle Adrien est une des rares rues où il y a un taux de vacances commerciales qui est de 0% à Albi. Dans cette rue, tous les commerces, il y a une association qui est très dynamique. À chaque événement de l'année, c'est une rue qui est très occupée. Et vraiment, on avait la volonté d'y créer une activité commerciale en rez-de-chaussée. Donc, il y a un appel à projet d'ailleurs qui est toujours en cours, un appel à candidature pour solliciter des porteurs de projets. On sera très vigilant, c'est sûr qu'on n'y mettra pas n'importe quel commerce avec n'importe quelle activité. Mais l'important pour nous, c'est que ça fasse du lien avec le reste. Et donc, au niveau des logements, justement, Belleville a pu bénéficier d'une convention avec Action Logement. Donc, la volonté pour nous d'avoir aussi des logements avec un plafond de loyer raisonnable. Belleville a pu aussi bénéficier du fonds Friche au titre de ce qu'était avant ce bâtiment et qui est depuis 15 ans maintenant fermé. Donc c'est vraiment un bâtiment emblématique du centre-ville. Et pour nous, le lien entre commerce, artisanat et logement était vraiment très important à respecter. Donc, il nous a semblé qu'effectivement, Belleville avait toutes les compétences et les caractéristiques nécessaires pour mettre en œuvre ce projet-là. Ok. Je pense que ça va peut-être aller mieux. Vous m'entendez, Chloé, ça marche? Oui, très bien. Bon, super, allez, ça va. Je suis sur téléphone pour vous parler. Merci beaucoup, du coup, Émile, pour ces précisions et notamment sur la date de l'école. Du coup, alors, effectivement, comme l'a dit Émile, j'insiste un tout petit peu là-dessus. C'est un projet qui nécessite des aides publiques. C'est un projet qui coûte 3,6 millions. Pour un tout petit peu plus de 1000 mètres carrés. Donc vous faites le rapport au mètre carré, c'est un prix qui ne correspond pas, c'est un prix de revient qui ne correspond pas à un prix dans l'ancien à Albi, puisqu'on a décidé vraiment de faire une vitrine, de pousser tous les curseurs, d'aller au bout d'une démarche. Donc Émile a bien précisé qu'il y avait cette aide fonds Friche, plan de relance de l'État. Il y a cette aide Action Logement qui nous permet le conventionnement des logements, ce partenariat du coup pour louer les logements à des personnes qui cotisent à Action Logement via leurs entreprises, et une démarche aussi en cours avec la région Occitanie. Je sais que Julien Duvignac est là, donc je lui fais un clin d'œil. On attend un retour de la part de la région pour avoir aussi le fonds Friche Région Occitanie et boucler notre tour de table. Donc c'est vrai que ces aides sont indispensables sur ce type de projet. On n'aurait pas pu le faire sans. Voilà. Nous après, pour vous donner la structuration de projet, donc c'est une société qu'on crée avec la Caisse des dépôts qui va porter l'investissement immobilier. Donc elle s'appelle la SAS Génération Pasteur. Nous, on a 51% des parts et la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, à 49%. Et après, voilà, il y a un contrat de promotion immobilière qui est signé avec l'atelier Belleville pour mettre en œuvre ces travaux. Et comme l'a dit Émile, il y a une commercialisation qui est toujours en cours. Donc, on n'a pas encore le porteur de projet sur la partie commerce, mais on a plusieurs échanges, notamment avec des grandes enseignes. On a un architecte qui est Atelier Arpan, qui a fait un excellent travail puisqu'il a réussi à notamment mettre tout le monde d'accord et notamment l'architecte des bâtiments de France, notamment sur le traitement de l'escalier que l'on voit ici par rapport à l'impasse. Ça fait l'objet de nombreuses discussions, de nombreux échanges sur place et je remercie aussi Émile et M. Coutet qui n'est pas là mais qui nous ont beaucoup aidé dans ces échanges. Et après une équipe maîtrise d'œuvre avec Ecozimut, Géotech, BIM Structure. Ecozimut qui a une vraie casquette aussi sur les matériaux durables. C'est un projet qui est labellisé BDO Occitanie.
Donc un clin d'œil aussi à Ilona et à Chloé, et des partenaires, Palanca qui fait la concertation, la ville d'Albi, Allo Bernard qui fait des petites interventions de travaux, et après des acteurs locaux que je vous présenterai plus tard sur l'urbanisme transitoire, la démarche urbanisme transitoire. Donc j'en viens à ça. Du coup, vous voyez ici Ludivine Pradine, qui est artiste albigeoise. Donc c'est elle qui a animé, qui a réouvert l'école l'été dernier, en 2021. On a eu plus de 3000 albigeois qui sont venus redécouvrir l'école. Et Ludivine, avec un collectif qui s'appelle l'Atelier 2, a mis en place donc une exposition au cœur de l'école. Donc là, on voyait un petit peu à quoi ça ressemblait. Il y a eu un super livre d'or qui a été signé par beaucoup de monde. Et on a eu vraiment beaucoup de gens qui ont été assez émus de redécouvrir leur école avec ces œuvres qui relèvent un peu du monde de l'enfance. Et ça a vraiment permis aux albigeois de connaître Belleville, de connaître ce projet, et puis de s'approprier un peu ce qui allait se passer dans cette école. On a aussi fait un travail en termes d'urbanisme transitoire avec Christophe Sénégas, que vous voyez ici, qui est artiste, dessinateur, graphiste, qui fait du coup des belles bandes dessinées. Je vous montrerai à la fin ses illustrations. Et on a décidé d'afficher des œuvres de Christophe sur la devanture de l'école, sur la rue Pérolière. On les a d'ailleurs beaucoup vues cet hiver avec les animations de Noël. Et ça, ça a fait un petit peu parler. Les gens qu'on voit représentés, vous pouvez les voir ici, c'est des albigeois un peu illustres, que beaucoup qui sont assez connus en fait. Donc les gens se disent lui, ce rugbyman, je vois très bien qui c'est. Cette personne, je crois que c'est un tatoueur, on l'identifie. Donc voilà, ça a permis un peu de créer du dialogue, du lien autour de notre projet. Nous, on est très attachés, en tout cas sur nos projets, à ce qui est un peu ces démarches-là, de donner envie, de montrer les choses. On avait même fait une animation avec de la projection sur les fenêtres pour le Noël précédent. Et on avait projeté des anciens dessins qui avaient été faits par des écoliers sur les fenêtres. Et là aussi, on avait réussi à un petit peu faire parler les albigeois. Voilà. Donc maintenant, nous, sur le planning, et pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long, on va démarrer ces travaux, si tout va bien, en avril. Avant ça, on va se porter propriétaire officiellement de l'école, puisque là, l'acte de vente n'est pas encore signé. Donc ça devrait intervenir certainement tout début mars. Et on a 14 mois de travaux. Et après, on pourra réouvrir l'école. On fera un travail dans le cadre de BDO, de la certification, de mesure aussi de l'énergie dans les logements, d'évaluation d'impact par rapport à toutes ces actions qu'on a menées. Et on fera certainement aussi une publication pour rendre compte à tous nos partenaires de ce beau projet. Voilà, je ne sais pas si Émile, tu veux peut-être compléter. Non, tu as dit beaucoup de choses. Après, peut-être simplement vous préciser que dans les conditions que la ville a mises à Belleville, c'est que les locaux commerciaux doivent être occupés, signés avant qu'ils puissent commencer la commercialisation des appartements. Et ça, pour nous, c'était important pour s'assurer qu'on ne rajoute pas de la vacance. Donc, l'objectif, c'est que quand les logements sont accessibles, les locaux sont occupés. Donc, pour nous, il y avait cette importance-là. Et oui, simplement insister sur le fait que les occupations transitoires ont été vraiment très appréciées et je pense qu'elles étaient très importantes pour faire un petit peu un phasage dans la réappropriation du lieu, pour leur faire comprendre que l'école revit progressivement avant d'entamer le chantier. Donc, moi, j'ai appris énormément de choses à travers ce fameux livre d'or où j'ai pu voir vraiment l'attachement profond qu'ont les albigeois à ce bâtiment. Donc, on a très hâte de voir le résultat d'ici un an et demi maintenant. C'est juste pour un dernier complément, c'est un projet qui ne faisait pas forcément consensus politiquement. On avait même participé à un conseil municipal qui était assez animé parce que c'est sensible de vendre une ancienne école, d'autant plus aussi belle que l'école Pasteur. Et c'est vrai que grâce à ces actions, on a quand même un permis qui n'a pas été contesté. Ça, c'est aussi parce qu'on a concerté. Et politiquement, on a eu franchement assez peu de remous par rapport à ces actions qui ont été menées. Donc finalement, c'est aussi des actions qui nous ont aidés, nous, en tant que porteurs de projets immobiliers, à ce que ce projet soit acceptable et accepté par les albigeois. Voilà, je vous laisse, s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas du coup à lever la main.
qu'on puisse distribuer la parole. J'avais peut-être juste une question par rapport au programme, en fait. Comment la culture, elle est venue dans le programme? Comment ça a été travaillé? Est-ce que c'est venu, je ne sais pas, peut-être des habitants, ou est-ce que c'est des citoyens, ou est-ce que c'est venu d'ailleurs? Oui, alors, nous, c'est vrai que cette composante, on a parfois tendance à un peu la négliger sur les projets immobiliers ou à juste s'en servir, voilà, pour faire, par exemple, un rôle un peu différent avec une œuvre d'art, voilà, d'un artiste. Nous, on pense que finalement, dans les villes moyennes et dans les projets qu'on opère, ben, la culture, elle doit vraiment prendre toute sa place, elle doit être très présente, parce que c'est elle qui va finalement aussi être un marqueur de l'action qu'on veut mener. Et du coup, voilà, nous, c'est une vraie démarche qu'on a autour de ça. On essaie vraiment de faire notre maximum à chaque fois pour amener de la culture sur nos projets. C'est jamais simple et c'est du temps à passer. Donc, je ne vous cache pas qu'il faut s'organiser pour faire ça. Et par exemple, nos responsables de programme à Belleville, ils ont 4 ou 5 projets à suivre, alors que chez d'autres acteurs immobiliers, c'est plutôt du 15-20. Donc, c'est vraiment une organisation dédiée. C'est aussi des frais d'ingénierie qu'il faut programmer. Là, en tout cas, sur l'école d'Albi, on ne pouvait pas, selon nous, ne pas voilà, donner des éléments forts sur l'histoire de l'école et l'enfance. Et c'est du coup dans ce cadre que le fait qu'il y ait un atelier d'artistes avec du coup un espace de formation pédagogique, ça s'est imposé à nous. C'est des éléments qui sont venus très vite. Okay. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Peut-être que vous pourriez réactiver vos caméras aussi. Pierre Pajot. Oui, merci pour cette présentation. Je ne connaissais pas ce projet, mais je crois que vous avez déjà été en contact avec la région, là, notamment au titre du programme Friche. Moi, la question que je me posais, c'était par rapport au sujet d'urbanisme circulaire et sobriété foncière en général. Il me semble que sur des villes moyennes, enfin pas uniquement, mais par exemple des villes moyennes comme Albi, les constructions périphériques et l'étalement urbain sont en partie liés au fait qu'on n'a pas on a du mal à proposer des produits adaptés, enfin pour les populations qui s'installent ou qui accèdent à la propriété dans ce genre de ville. On a tendance à développer une offre périphérique parce qu'on n'arrive pas à proposer une offre adaptée en centre-ville. Là, du coup, moi, je connais pas exactement la typologie des logements que vous avez proposés et je connais pas l'état du marché à Albi. Mais du coup, est-ce que vous avez fait une analyse fine par rapport à ça pour en gros voir si le fait de faire ces 8 logements et ces quelques équipements en plein centre-ville, ça pouvait quelque part éviter indirectement voilà, de développer un programme équivalent en périphérie. Est-ce que ça a été intégré de manière approfondie dans la conception du projet? Moi, Adrien, je peux peut-être rapidement répondre sur ce sujet-là. Pour nous, la réponse, c'est que oui, ça va définitivement aider à convaincre des foyers, des familles de venir s'installer en centre-ville. À Albi, on est parmi les villes moyennes, je pense, dans le top 3 des villes avec le plus grand nombre de dossiers par location offerte sur le marché. Donc, il y a une très, très forte demande de biens à la location. Et malheureusement, c'est en particulier vrai dans le centre-ville, il y a peu de biens conformes aux demandes de la plupart des personnes qui veulent maintenant plutôt T3, T4 pour accueillir éventuellement un jeune couple, par exemple. Et c'est vrai que ce soit le projet Pasteur ou d'autres projets qui ont été fléchés dans le cadre de la Convention Action Logement, l'objectif, c'est vraiment de venir récupérer des immeubles qui sont vacants ou insalubres et de les remettre sur le marché avec des superficies qui sont un peu plus conformes aux besoins actuels, chose qui est, vous le savez sûrement aussi bien que moi, très complexe dans les cœurs de ville anciens, puisque le bâti n'est pas nécessairement pensé pour ces superficies-là. Donc, c'est certainement que le projet Pasteur, alors je me souviens plus de la répartition, Adrien, tu pourrais la redonner, mais les superficies ont vraiment été pensées pour accueillir minimalement une famille avec un enfant qui puisse revenir en centre-ville et qui aurait peut-être fait le choix effectivement d'un projet neuf en périphérie ou voilà qui était plus conforme. Mais nous, en ce moment, il y a vraiment une stratégie dans le cœur de ville. Il y a 9 150 000 € qui sont fléchés avec Action Logement sur le périmètre Action Cœur de Ville pour
la réhabilitation de logements locatifs dans l'hypercentre. Donc c'est vraiment en plein dans cette stratégie de reconversion des bâtiments anciens pour répondre à la demande de logements à louer. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que la réponse d'Émile est très précise, mais effectivement, il y a une volonté en tout cas d'aller sur du grand logement, pas que sur du petit logement. On va du T2 au T5 et il y a la moitié des logements qui sont T4, T5. Donc il y a une volonté d'aller là-dessus parce que voilà, c'est une vraie alternative. Là, on est sur des logements très qualitatifs avec trois beaux duplex et on est sur une vraie alternative au pavillon de périphérie qui a plein de qualités que tout le monde apprécie. Mais là, on peut aussi avoir ces qualités-là au centre-ville d'Albi avec tous les services qui sont au pied de notre porte. Donc, on n'a aucun doute, nous, on arrivera à louer tous ces biens. Et pour tout vous dire, on a même eu beaucoup de gens qui voulaient nous les acheter, mais le fait est qu'on est une foncière et pas un promoteur, donc on n'a pas accédé à ces demandes. Eh bien, merci. Du coup, Ronan, tu peux poser ta question si tu veux. Merci pour cette présentation, Adrien, qui manquait pas d'énergie. C'est vraiment super intéressant à suivre. Moi, j'avais une petite question pour Émile. Je me demandais comment s'était fait la rencontre entre Belleville et la ville d'Albi, un petit peu sur les modes de consultation. Et puis, est-ce que cette expérience donne un peu des idées à la ville pour la renouveler? Est-ce que ça va se réitérer? Voilà. Alors, moi, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Je suis en poste depuis avril 2021, pardon. Donc, j'ai pas participé, malheureusement, à tout le processus en amont. Adrien, tu pourras peut-être le préciser. Ce qui est certain, c'est que ce genre de collaboration-là, je pense, donne des idées et donne des envies d'aller vers d'autres friches ou d'autres bâtiments qui sont soit propriété de la ville, soit pas propriété de la ville. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a des modèles pérennes. Et je pense que ce qui faisait un peu peur à des propriétaires il y a quelques années, ils se rendent compte à travers des projets comme ceux-là ou la cartoucherie que c'est viable et qu'il y a un réel intérêt pour l'aspect un peu plus citoyen, communautaire en centre-ville. Donc, c'est certain que, puis, sans rentrer dans les détails, je pense qu'avec Adrien, on a déjà visité d'autres biens. Il y a déjà des projets sur lesquels je pense que Belleville ou autres foncières, mais de ce genre-là, pourraient tout à fait se positionner. Et nous, ça répond quand même pour les collectivités d'une manière générale. C'est un peu, ça répond à plusieurs besoins et pas que l'aspect financier, foncier. Ça vient chercher d'autres paramètres, d'autres questions qu'on souhaite régler. Nous, ce qu'on peut juste rajouter, c'est que on l'a dit plusieurs fois, mais on a vraiment apprécié cet accueil que nous a fait la ville d'Albi sur ce projet. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même de nouer des relations un peu partenariales, public-privé. Alors, c'est jamais simple parce qu'il y a toujours des freins à ça et forcément des postures qui sont différentes. Néanmoins, on pense qu'au travers de tout ça, on peut créer des relations fortes et long terme. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les collectivités qui nous suivent. Et très clairement, nous, on a on va passer beaucoup d'AMI. J'ai une friche à requalifier, je cherche un acteur. Nous, on est très sélectif par rapport à tout ça et on privilégiera quand même les villes qui prennent le temps aussi de nous rencontrer, d'écouter un petit peu comment on fait les choses et de nous expliquer comment les projets peuvent devenir opérationnels dans un cadre partenarial. Et s'il n'y a pas cette étape-là, très clairement, nous, on est un peu frileux, quoi. On ne peut pas se démultiplier et répondre à tout. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce partenariat qui a super bien marché à lui. Et ce qui est important de préciser en complément, c'est que veut pas, sans un programme Action Cœur de Ville, le projet tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, je ne pense pas qu'il voit le jour. Parce que l'intérêt de la Banque des Territoires, la convention avec Action Logement, il y a quand même plusieurs paramètres qui ont fait que Belleville a pu, et la mairie d'Albi aussi, a pu profiter de ce qu'offre la convention Action Cœur de Ville. Donc, je pense que il y a en ce moment, en tout cas, des astres qui s'alignent pour que les villes moyennes puissent, en tout cas, accélérer le développement de ce genre de projet privé-public à vocation un peu plus communautaire et mieux imbriqué dans les enjeux du centre-ville.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais juste une, du coup, sur les actions de renaturation et de désimperméabilisation. Voilà, savoir s'il y en avait eu. Alors, il y a une action forte qu'il faut prendre en compte, et on espère que ça fonctionnera jusqu'au bout. C'est qu'il y a déjà un beau tilleul qui était dans la cour, qui doit être centenaire, hein, et qui, voilà, on s'est vraiment posé la question de le conserver ou pas, parce que très clairement, c'était pas facile de conserver ce bel arbre et de faire l'extension. Donc finalement, je sais pas si vous avez vu, mais on a construit cette extension en fonction de l'arbre. On a fait un diagnostic racinaire qui, je crois, nous a coûté 8 000 € pour identifier chacune des racines de l'arbre et implanter les micropieux entre ces racines. Et donc voilà, il y a l'ambition de conserver ce magnifique tilleul à nouveau. Donc c'est une vraie, voilà, c'est une vraie contrainte de projet, mais qui amène une qualité d'usage indéniable à la fin. Après, sur l'aspect imperméabilisation des sols, étant donné que cette cour elle est bitumée pour sa fonction, voilà, de cour, nous il y a des espaces qui redeviennent des espaces infiltrants. Donc on est sur un bilan positif en termes d'artificialisation des sols. D'accord. Du coup, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de projet. On va pouvoir passer du coup au projet suivant, qui pour le coup est sur un projet d'urbanisme transitoire, donc présenté par Thomas. Thomas, est-ce que tu es là? Ah oui, bonjour, j'avais pas vu que j'avais pas la caméra. Bonjour, enchanté. Donc Thomas Coudrette de l'agence Intercalaire. Alors j'étais en train de préparer les documents à potentiellement diffuser. J'avais compris que j'avais passé plutôt vers 11h30. Alors, donc du coup, est-ce que je présente quand même, tout le monde est à jour sur ce qu'est l'urbanisme transitoire, etc. J'ai pas besoin de représenter, je pense, ce qu'est l'urbanisme transitoire. On en a parlé rapidement, ouais. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un besoin des participants ou pas? Pourquoi pas, disons qu'on a 1 heure devant nous, donc oui, rapidement, ouais. Ok, alors du coup, bon, l'agence Intercalaire, c'est un projet donc né sur Toulouse qui a une vocation régionale, donc au niveau de l'Occitanie. On fait de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire qu'on utilise des terrains ou des bâtiments temporairement vacants pour y accueillir un certain nombre d'activités. Donc non seulement parce que ça permet d'accueillir des activités qui ont du mal à trouver de la place, mais aussi bien souvent dans une logique de préfiguration de projets plus long terme. Et donc d'accompagnement aussi de projets urbains. Donc c'est vrai qu'historiquement, l'agence, on l'a créée en 2018, beaucoup sur les questions en fait de solidarité, sur le fait qu'il y avait beaucoup de personnes à la rue et de personnes SDF, alors qu'il y avait beaucoup de bâtiments vacants. Et on s'était rendu compte que les propriétaires, autant publics que privés d'ailleurs, n'ayant pas de compétences spécialisées sur la question, n'étaient pas vraiment capables de porter ce type de projet, et qu'au-delà du fait d'avoir une intention, il n'y avait pas la capacité à réaliser vraiment ces projets. Et donc on a décidé de lancer un acteur donc en lien avec Plateau Urbain, qui est l'acteur, on va dire, un petit peu de référence en France et qui du coup est sur Paris, mais pas seulement. Et donc on a été les rencontrer, on a fait le point entre nous, nos intentions et ce qui se faisait, pour du coup déclencher des projets qui ont permis déjà, sur Toulouse et Montpellier, d'héberger plusieurs milliers de personnes dans des bâtiments temporairement vacants, souvent des bâtiments qui étaient vides depuis 4 ou 5 ans. Donc on a d'abord, on va dire, utilisé une sorte de stock un petit peu existant, avec aussi parfois les difficultés de bâtiments dégradés tout simplement parce qu'un bâtiment vacant se dégrade très vite, pour des choses aussi bêtes qu'on n'a pas nettoyé les gouttières, l'eau a débordé et puis ça a commencé à faire des infiltrations, et des fois pour peu d'économies sur l'entretien, on se retrouve à devoir dépenser beaucoup d'argent derrière pour rattraper les choses. Donc on a d'abord utilisé un peu ce stock, mais l'idée c'est vraiment quand même d'être réactif, et que quand un bâtiment devient vacant, il puisse y avoir un projet qui se fasse dessus. Voilà, on a, comme je disais, beaucoup répondu à des questions au départ de solidarité, mais on est vraiment aussi sur des mixités d'usage, et de plus en plus on va vers l'animation d'une vie de quartier, la préfiguration d'une vie de quartier, et donc notamment aussi sur les questions d'étalement urbain.
Alors, je vais prendre un projet qui justement incarne pas vraiment le fait de faire la ville sur la ville. C'est le projet de la ZAC Malper à Toulouse. Alors, je ne sais pas si les acteurs connaissent à peu près tous le territoire toulousain. Je pense à peu près, oui, tous. Ouais. Si vous voulez réactiver vos caméras, peut-être. Oui, je pense, oui, à peu près. Ouais. Donc du coup, ça se situe en gros à l'est, sud-est de Toulouse, donc entre la route de Revel et Montaudran. Il y a une zone d'aménagement concerté très vaste sur laquelle il y a plus de 8000 logements qui vont être construits. Donc c'est tout à fait considérable, c'est quasiment l'équivalent de Saint-Orens. Donc c'est un projet qui est porté par l'aménageur Opidea, mais qui est un peu particulier puisqu'ils ont décidé d'éviter d'être propriétaire de l'ensemble, déjà pour une question d'échelle. Et donc, du coup, c'est articulé aussi avec un grand nombre de promoteurs. Et donc, il y a des enjeux un peu particuliers sur cette zone d'aménagement concerté, puisque du coup, c'était une zone vraiment, pour le coup, très préservée. C'est pour ça que je dis que pour moi, ce projet-là n'incarne pas vraiment le fait de faire la ville sur la ville. Là, on est vraiment à la périphérie. C'est vraiment la ville qui gagne du terrain sur des espaces naturels. Alors, du coup... c'est en plus des projets qui, compte tenu de l'annulation du PLUIH, vont sûrement gagner en hauteur parce que du coup, vu le besoin de logement, forcément, vu qu'il y a un certain nombre de projets qui sont reportés et que les surfaces constructibles sont extrêmement réduites, du coup, à court terme, il y a un certain nombre de projets, y compris dans la ZAC Malper, qui devraient gagner en hauteur. Et nous, du coup, on est là, en fait, justement, pour utiliser l'existant. Donc, on a récupéré 2 maisons qui allaient être détruites. Et plutôt qu'elles soient détruites immédiatement, on les utilise pour y accueillir des activités associatives, y accueillir aussi une part de la concertation et préfigurer la future vie de quartier. Donc il y a une vraie dimension culturelle, puisque l'idée c'est de proposer des choses à ceux qui habitent déjà sur place, mais de proposer des choses à ceux qui vont s'installer, puisque dans 6 mois et pendant 8 ou 10 ans, il va y avoir des centaines et des centaines de nouveaux habitants tous les ans. Et les équipements publics vont arriver relativement tardivement. Donc on est... Juste, je me permets de vous couper pour savoir, du coup, le projet, il en est, c'est sur quelle temporalité là? Là, du coup, on a récupéré la première maison, on récupère la deuxième dans quelques jours. Donc, à partir du printemps, en fait, on a commencé à recevoir un certain nombre d'acteurs du territoire. Alors, soit vraiment qui habitent Malper ou des entreprises qui sont à proximité. Par exemple, il y a Airbus, notamment Airbus Espace, qui est juste à côté, etc. Donc, il y a une grosse zone d'activité à proximité. Et puis, il y a une zone plutôt d'habitat qui commence seulement. On est pour le moment beaucoup entouré aussi de concessionnaires automobiles, etc. Des acteurs qui sont amenés quand même à aller plus loin. Et donc, voilà, du coup, on commence à écouter un petit peu les besoins des différents acteurs du territoire. Et puis, on fait le lien avec des acteurs d'autres quartiers, mais qui peuvent amener des propositions intéressantes. Donc, l'idée, c'est d'animer un lieu culturel, activer une sorte de vie associative déjà au niveau du quartier, et que les personnes qui s'installent dans le quartier puissent directement participer à cette dynamique. Donc, initialement, on va dire dans ces maisons et ces espaces extérieurs, puisque c'est du coup des maisons qui sont un petit peu isolées, qui étaient plus trop utilisables en tant qu'habitat, mais qu'on passe en établissement recevant du public, pour vraiment utiliser aussi ce côté atypique, on va dire, puisqu'il y a très peu de voisinage. Donc pour le coup, pour un certain nombre d'événements, notamment culturels, où on va faire par exemple des bœufs musicaux pour rapprocher les musiciens du quartier, etc. Donc c'est vrai qu'on a un lieu un petit peu sympa, un petit peu isolé, avec les inconvénients, mais aussi les avantages que ça peut avoir. Et donc l'idée, c'est de proposer aussi un ensemble de services aux habitants, aux personnes qui travaillent à proximité, avec des zones de rencontre, que ce soit le midi ou en fin de journée, et puis aussi du coup à tous ceux qui vont s'installer, et y compris aussi destinés aux bailleurs sociaux, aux promoteurs qui ont des projets, un ensemble de services, puisque plutôt que d'utiliser on va dire une maison de projet habituelle ou d'être un petit peu à l'arrache devant son terrain, l'idée c'est de mutualiser un petit peu cet outil. Et l'enjeu, c'est notamment d'activer une vie de quartier avant la livraison des équipements publics, qui sur Malper, comme sur pas mal de projets, malheureusement, quand même, vont arriver relativement tard. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces maisons pendant 2 ans.
Ensuite, de passer sur du démontable avec des projets un petit peu innovants, un petit peu intéressants avec différents acteurs, donc sur on va dire des installations démontables, éco-responsables, autonomes en énergie, etc. Et du coup, qu'un certain nombre de ces activités puissent ensuite se retrouver dans les pieds d'immeubles et qu'à la livraison entre guillemets du quartier, il y ait tout de suite de la vie et pas que ça mette des années à s'enclencher comme on a pu parfois le voir dans certains quartiers. Voilà ce qu'on amène. Après c'est vrai qu'on a aussi un lien quand même alors sur les questions notamment de biodiversité. C'est vrai que de fait, les contraintes environnementales génèrent des possibilités d'urbanisme transitoire. On a eu le cas, par exemple, sur un centre d'hébergement de 200 places qu'on a pu créer, notamment parce qu'il y avait aussi une contrainte lié à la reproduction des chauves-souris. Là, sur Malper, on a quasiment 1 an de plus parce que le projet a pris 2-3 mois de retard, mais il y a des enjeux de reproduction de grenouilles autour, donc ça bascule sur le septembre de l'année suivante. Donc c'est vrai que nos timings à nous sont aussi liés aux contraintes de ceux qui construisent et notamment aux contraintes environnementales. Et on se rend compte aussi qu'il y a toute une promotion à faire, une sensibilisation à la fois au niveau du grand public, mais aussi au niveau des promoteurs notamment, ou de certains sous-traitants. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens qui travaillent par exemple sur les réseaux et qui ont l'habitude de ne pas trop s'ennuyer et qui font des zones techniques en détruisant un écosystème, quoi, juste pour faire une zone chantier. Donc voilà, il y a aussi une sensibilisation globale, grand public et acteurs du secteur, sur les questions environnementales et une valorisation des espaces actuellement préservés, de ceux qui le seront aussi sur le long terme. Donc c'est vrai qu'on travaille sur des parcours aussi au sein du quartier pour qu'un certain nombre d'acteurs puissent s'emparer des enjeux de la ZAC et construire ensemble ce futur quartier, puisque même s'il y a des chantiers qui commencent, toute une part vraiment de la vie du futur quartier et même de l'aménagement peut encore être discutée. Et donc voilà, on joue ce rôle aussi sur une dimension plus culturelle et d'éducation populaire. Du coup, ouais, j'avais juste une question sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez, avec qui vous avez travaillé sur ces questions de biodiversité, de sensibilisation? Ou vous directement qui avez fait ces... Non, nous en fait, l'idée c'est qu'on fasse le lien avec des acteurs qui travaillent sur le projet, soit aux côtés des aménageurs, soit aux côtés des promoteurs. Alors il y a une liste un petit peu importante quand même d'acteurs, mais donc effectivement il y a des acteurs spécialisés. Nous, comme je disais, on est plutôt dans la dimension culturelle de sensibiliser, de valoriser ces enjeux-là, de communiquer, de répondre à des questions. Donc on est plutôt sur la dimension lien et culture que sur l'expertise en elle-même, qu'on n'a évidemment pas vocation à porter. Mais je ne saurais pas vous redonner la liste des acteurs qui travaillent avec l'aménageur. On est en binôme sur ce projet et donc du coup, je ne peux pas vous les fournir là. Est-ce que vous auriez peut-être des images du projet sur Malper ou sur les bâtiments existants? Pour le moment, c'est un peu tôt. Alors, j'ai une présentation, mais justement que j'étais en train de préparer. J'ai pas beaucoup d'images. Je pense pas que ça présente un intérêt majeur parce que c'est une zone d'aménagement très, très grande. Nous, sur les maisons, c'est vrai qu'on aura un peu plus à communiquer sur nos activités, mais vu qu'on est en train de préparer ces activités et de recevoir des acteurs, pour le moment, on n'a pas énormément de support de communication qui détaille le projet. C'est encore un peu tôt. Mais c'est celui qui me paraissait être intéressant par rapport à ce que j'avais compris de votre sujet du matin sur notamment l'étalement urbain et voilà, c'est vrai que de par notre nature, de toute façon, nous, on lutte contre les dents creuses et que du coup, on évite qu'il y ait des zones en zone urbaine qui soient inutilisées et que par ailleurs la ville gagne du terrain. De toute façon, ça va être de plus en plus une nécessité et pour le coup, culturellement, c'est vraiment rentré maintenant quand même dans l'esprit de pas mal d'acteurs, cette nécessité. Vous voulez dire vous luttez contre l'étalement urbain, donc parce que du coup vous avez dit vous luttez contre les dents creuses. Oui, justement. Oui, mais du coup, les dents creuses, c'est-à-dire notamment des choses qui ne servent à rien et qui pourraient être utilisées de fait. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Okay, oui, dans ce sens-là, le fait d'utiliser des bâtiments qui ne l'étaient pas pendant des années et qui auraient pu rester inutilisés pendant longtemps, ça permet aussi de fait d'avoir moins besoin de grappiller par ailleurs. Donc, les espaces vacants, d'accord. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans les participants? Oui, Renan?
Oui, bonjour Thomas, merci pour votre présentation. Vous l'avez peut-être dit, mais est-ce que vous pouvez rappeler un peu votre contexte d'intervention, qui vous missionne, pour qui vous travaillez, avec qui vous travaillez, sur quel temps? Je n'ai pas très bien saisi. Oui, je ne suis pas rentré dans les détails, en plus c'est vrai que c'est assez variable d'un projet à l'autre, mais si on prend le projet Malper, on a répondu avec un promoteur qui LP Promotion. Donc c'est un petit peu atypique parce qu'au final c'est assez chouette. On a répondu avec un promote, mais on se retrouve vraiment sur des politiques plutôt liées à l'aménageur et à la métropole. Mais grâce à cette réponse avec le promoteur, disons, on a récupéré une possibilité d'utiliser des terrains et ces maisons. Et donc au final, au quotidien, aujourd'hui, on travaille surtout plutôt avec les acteurs du quartier, avec Toulouse Métropole, et c'est l'aménagement, et avec Opidea. Donc c'est vrai qu'on est passé d'une réponse plutôt sur une parcelle avec un promoteur à un enjeu plus global, puisque de toute façon, nous, ce qu'on fait par nature, on ne va pas concerner que notre petite parcelle abandonnée. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant finalement de raccrocher les wagons avec des enjeux plutôt aménageurs, et que ça a été fait grâce à un promoteur. Mais voilà, sur d'autres projets, on peut être amené directement à travailler plutôt avec un aménageur. Ok, merci. Vous avez d'autres questions parmi les participants? Forcément. Alors, oui, j'en avais quand même une. Thomas, vous nous avez dit que ça ne présentait pas trop d'intérêt de présenter une carte. On ne peut pas voir où elles sont localisées, même ces maisons. Ça m'interroge. J'ai commencé à chercher, je n'ai pas trouvé là. Alors, je vais justement, c'est vrai que je suis désolé, on m'avait dit de me connecter vers 11h, mais j'ai compris qu'on passait à la demi. Donc, hop, je vais vous la partager. Opidea a fait une fiche sur le Faubourg Malper sur l'opération. Il y a un gros dossier en fait, voilà, d'Opidea qui est trouvable sur. Hop, bah voilà. Bah, du coup, je vais partager mon écran. Merci. Hop. Donc, je vais vous présenter celui-là. On va passer en plein écran, ça sera plus agréable. Hop. Voilà. Donc, du coup, vous voyez bien? Très bien, oui. Oui, donc du coup, Malper se situe là, par rapport à Toulouse, donc au sud-est. Voilà le plan donc, du Faubourg Malper. Bon, donc c'est toute la zone d'aménagement concertée. Nous, en fait, les maisons, elles se situent près du futur centre-bourg, enfin, je ne sais pas comment exactement le futur cœur de quartier. La place centrale sera juste à côté de là où on est situé. Donc ici, bah voilà, là, du coup, justement, ce qu'on voit, c'est l'endroit où il y aura la future place du quartier. Donc, bon, pour ceux qui connaîtraient le quartier, il y a une boulangerie ici, il n'y en a pas 40, la Panetière qui est là, et juste à côté ici, donc il y a un lot avec le promoteur avec lequel on travaille, et il y aura ici la future place de quartier, d'où l'importance aussi, on va dire, des pieds d'immeubles qu'on va préfigurer. Alors là, j'ai zoomé, donc ça fait... Hop. Donc parmi ces diapos, parce que du coup j'ai ressorti celui de l'aménageur mais qui nous ont fait. Les maisons du coup elles sont situées, là c'est la future place centrale et donc il y a un gros croisement ici et on a les deux maisons là. Donc ça, il faudrait peut-être que je reprenne plutôt notre document si vraiment vous voulez avoir les photos des deux maisons, mais bon, encore une fois, qui ne présentent pas un intérêt majeur. Mais ces deux photos, en gros, voilà, on est vraiment entouré d'espaces verts. Non, mais si elles sont localisées, c'est déjà bien. Moi, ça me donne quelques repères géographiques. Donc, on a des champs comme ça à côté. On est un peu en dessous de cette image-là. Donc, on est à la fois quand même relativement visible de par le fait d'être près de ce gros croisement et du passage des bus, etc. On est à
pas loin de la zone en fait d'activité. C'est ce qui est intéressant, c'est aussi que donc par ici il y a Airbus, il y a toute la zone de Montaudran. Et donc voilà, il y a le fait de s'adresser à ces deux publics, ceux qui travaillent à proximité et ceux qui y vivent et surtout ceux qui vont y vivre. Donc c'est vrai que nous on est heureux d'arriver aussitôt en fait dans le projet urbain. Parce qu'on va vraiment le voir évoluer pendant de nombreuses années. En tout cas, nous, on se projette sur le quartier. L'idée, c'est que quand on devra quitter ces deux maisons, on puisse trouver d'autres terrains à utiliser. Vous voyez, on est, par rapport au futur quartier, on est là. Donc là, il y a déjà des zones d'habitation. Je pense que vous devez voir ma souris. Là, il y a plutôt le premier ensemble scolaire, etc. Et donc, tout ça, là, ici, ça va être massivement construit avec déjà un centre de chantier et des livraisons de logements, de centres d'hébergement avec Adoma ou de logements sociaux avec Toulouse Métropole Habitat. Donc, c'est vrai que ça va être assez chouette d'arriver aussitôt dans le projet. Enfin, pour nous, c'est une première, en tout cas. C'est vrai qu'on a souvent la frustration d'arriver un peu tard sur les projets et de devoir négocier, de faire les choses un peu différemment de ce qui avait été prévu, alors que là, en revanche, arriver aussitôt dans le projet, c'est quand même très chouette de pouvoir aussi participer au lien avec la concertation et puis cette idée d'accueillir les nouveaux habitants et d'activer la vie de quartier, quoi. Voilà, mais là vous avez d'ailleurs, si vous avez la carte, vous avez les projets, vous voyez, du coup déjà pour les quelques années qui viennent. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Là, il y a 394 logements livrés par Bouygues et les chalets qui vont arriver dans moins d'un an. Là, ce que je vous disais, il y a 183 logements, Toulouse Métropole Habitat Urbis. Là, ici, on a plutôt donc le lot, d'ailleurs, nous, le lot sur lequel on est, ça doit être la flèche, voilà, non, d'ailleurs. Je vois pas le lot sur lequel on est. C'est moi qui loupe un truc. Mais enfin, donc en tout cas, le lot ici, c'est le nôtre. Donc je sais pas. En tout cas, ils ont pas dû le flécher parce que c'était le nôtre. Mais donc nous, on est sur ce lot-là. Et vous voyez, donc on est vraiment à proximité de la future place. Donc c'est quand même un emplacement assez idéal. Et le fait d'utiliser des maisons existantes, alors en fait il y a une des deux maisons qui va nous servir à faire de l'hébergement, puisqu'on a, nous on a toujours beaucoup lutté au départ contre l'exclusion et les personnes SDF, donc c'est vraiment dans notre ADN. Ce qui fait qu'il y a une des deux maisons qui va nous faire un hébergement où on va accueillir des personnes SDF qui ont vocation à pouvoir participer au projet. Notamment dans sa dimension culturelle ou d'avoir accès à des stages ou à un poste salarié. Donc, du coup, on pense aussi l'hébergement en fonction du reste du projet. Donc, on a une maison avec une grange pour la partie, on va dire, plutôt ERP, événementiel, etc., avec des grands extérieurs sur lesquels on va faire du démontable. Et ensuite, on a une maison qui était condamnée, mais ça nous semble assez dommage, compte tenu du nombre de personnes à la rue. Et donc, on va aussi faire un hébergement avec un partenaire avec qui on a l'habitude de travailler, Ressources Solidaires, qui est une asso qui adapte l'hébergement au projet, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est un enjeu sur ce type de projet d'intégrer de l'habitat et de l'hébergement, mais qu'il faut le faire correctement. Si c'est une orientation du 115 on va dire un peu n'importe quelle personne, ça va pas forcément matcher. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est aussi dans un hébergement qui est fait en lien avec le projet. Donc voilà, d'où le fait qu'on a une deuxième maison et qu'on va l'utiliser plutôt sur de l'hébergement complémentaire aux activités culturelles, notamment dont je parlais tout à l'heure. Et donc ce centre d'hébergement, c'est quelque chose qui va rester ensuite dans le temps ? Non, alors du coup, il y a un centre d'hébergement qui va être livré par Adoma à proximité, en face, avec pas mal de place. Mais nous, si vous voulez, c'est aussi une façon de sécuriser le lieu. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est quand même dans des projets qui sont gagnants pour tout le monde, gagnants pour le territoire, gagnants pour le propriétaire, éventuellement la collectivité, l'aménageur, et du coup, évidemment, ceux qui utilisent les lieux. Et donc non, nous, c'est ponctuel. Ça contribue aussi à sécuriser le lieu, plutôt que de dépenser des sommes faramineuses en sécurisation. Le fait d'avoir des gens sur place dans une zone d'aménagement concerté, c'est important parce que là, il n'y a rien autour, si vous voulez. C'est que nous, si on commence à y faire des activités culturelles et qu'on y stocke du matériel, etc., tout ce qui est guinguettes et compagnie, soit on dépense beaucoup d'argent pour sécuriser, intervenir en cas de besoin, etc., soit on fait en sorte que à proximité, de toute façon, il y a des gens à même de réagir, à même de surveiller, et donc en fait, on dissuade. Donc c'est vrai que nous, on arrive à faire du social et de la lutte contre l'exclusion avec des budgets qui avant servaient à
à sécuriser, par exemple même l'enclenchement du projet en fait. On a obtenu un budget qui correspondait à ce qu'aurait coûté la sécurisation de la maison qu'on utilise actuellement, puisque du coup, la sécurisation de la maison aurait, enfin voilà, ça représente déjà une part de l'amorçage du projet. Donc c'est vraiment remplacer une logique de sécurisation et d'abandon par une logique d'utilité sociale et écologique, et donc voilà, c'est vraiment gagnant pour tout le monde, hein, c'est ce qui est intéressant. Puis encore une fois, ça évite d'installer des maisons du projet, de faire de la concertation à l'arrache ou loin. Voilà, donc ça répond quand même à beaucoup d'enjeux et ça fait du lien. Enfin, c'est ça qui va être intéressant. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'installer. En plus, ça c'est vraiment les chantiers à venir pour les 3 ans, les 3 ans qui viennent, je crois. Mais après, du coup, ça va continuer en plus. D'accord. Parmi les participants, est-ce que vous avez des questions à poser? Certains ont dû nous quitter. Bon, j'en avais peut-être une dernière et puis peut-être qu'on finira comme ça. Votre lien en fait avec la concertation, est-ce que vous intervenez là-dessus? Oui, sinon. Alors, non, nous on travaille. Alors sur le projet, on travaille avec Architecture in Vivo. Sur d'autres projets, on travaille avec Comme Impossible. Donc nous, on ne le porte pas directement. Après, on est à l'écoute, on en est le relais aussi, dans un sens et dans l'autre. Donc on ramène des personnes vers la concertation et puis on peut derrière diffuser aussi ce qui ressort de la concertation. Mais on n'a pas vocation, nous, à le porter directement. Par contre, clairement, on a un lien intime fort parce qu'on est aussi un outil et un cadre d'expérimentation. Donc c'est vrai que pour un certain nombre de projets, le fait de pouvoir se tester sur un secteur donné pendant 2-3 ans avant d'aller vers un projet plus définitif avec plus d'engagement, de contraintes pour l'ensemble des parties, c'est assez intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent ressortir dans le cadre de la concertation et que nous, on va pouvoir permettre d'expérimenter immédiatement. Voilà. Et temporairement, mais avec vraiment cette suite derrière sur le projet définitif. D'accord. Ouais. Bon, mais ok, très bien. Du coup, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup. Merci pour la présentation de ce projet. Avec plaisir. Du coup, je vois qu'Adrien est toujours là, donc merci aussi Adrien pour la présentation du projet de réhabilitation de l'école tout à l'heure. J'ai fait une transition un peu vite, mais merci beaucoup pour avoir pris du temps. Merci beaucoup, merci à tous. Ça nous a fait plaisir, merci. Ouais, c'est super. Merci, au revoir, à bientôt. Et oui, donc du coup, on va clôturer. Donc, prochain rendez-vous, je vous tiens au courant du calendrier. Et à très bientôt. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir.